Actuellement, on recense 34 000 débris spatiaux de plus de 10 cm chacun, ainsi que environ 6500 satellites opérationnels en orbite. Ce nombre devrait dépasser les 27 000 d'ici la fin de la décennie, principalement en raison des nombreuses constellations de satellites. Seuls les débris spatiaux situés sur des orbites avec un périgée suffisamment bas, d'environ 400 km d'altitude, finissent par retomber naturellement dans l'atmosphère où ils se consument. Les autres débris peuvent rester en orbite pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Arianespace et la start-up suisse ClearSpace ont signé un contrat pour le lancement de ClearSpace 1, la première mission active d'enlèvement de débris. Le lancement sera effectué par Vega C et est prévu dans le courant du second semestre 2026. Cette mission vise à capturer et désorbiter un débris de 112 kg, qui ne coopère pas, de l'Agence spatiale européenne. Avant la capture, il y aura une période de mise en service et de test. La start-up suisse a l'intention de créer un marché actif et une filière pour la désorbitation des débris, d'où l'importance de cette... En d'autres termes, ce débris doit retomber dans l'atmosphère terrestre dans un délai maximal de 25 ans. Avec une masse similaire à celle d'un petit satellite et une forme simple, ce débris spatial permettra de démontrer les technologies du vaisseau spatial et de ses 4 bras robotiques, ouvrant ainsi la voie à des missions plus ambitieuses avec plusieurs captures par vol. Il est important de noter que ce débris n'est pas coopératif et ne dispose pas de point d'accroche d'origine. La manœuvre de capture ne sera donc pas simple car le débris tourne sur lui-même et l'absence de point d'accroche complique la tâche de le capturer en toute sécurité. Il est en effet impossible de nettoyer complètement l'espace de tous les débris en orbite autour de la Terre, d'autant plus que le syndrome de Kessler s'installe ou est déjà présent sur certaines orbites. En résumé, le nombre de débris naturellement réintégrés dans l'atmosphère est inférieur au nombre de débris générés par les collisions, ce qui entraîne une augmentation exponentielle du nombre de débris. Grâce au rover Perseverance qui explore la planète rouge, le cratère Jero révèle encore plus de secrets sur son passé, en particulier son histoire fluviatile. Des nouvelles données ont démontré que ce cratère aurait été parcouru par une rivière tumultueuse, en plus d'avoir accueilli un petit lac il y a très longtemps. Cela complète le tableau de Mars primitif, qui était bien plus bleu qu'aujourd'hui. Depuis plus de 2 ans maintenant, le rover Perseverance explore le fond du cratère Jero, collectant des échantillons et des images. En analysant un panorama pris par l'instrument MAST-CAMZ entre le 28 février et le 9 mars, les scientifiques ont réalisé que le rover s'est probablement avéré au fond d'un ancien lit de rivière. Il s'agit même de l'une des rivières les plus profondes et tumultueuses jamais découvertes sur la planète rouge. Les images de Persévérance montrent que les roches recouvrant le site appelé Scrincklaven sont composées de sédiments grossiers et d'éléments de grande taille. Ces caractéristiques permettent d'estimer l'énergie du courant qui a façonné cet ancien chenal de rivière. Comme sur Terre, plus l'énergie est élevée, plus la rivière est capable de transporter de gros éléments. Ainsi, la nature et la morphologie des sédiments déposés dans le chenal permettent de différencier un torrent de montagne tumultueux d'un fleuve tranquille en plaine. Les photographies de Persévérance utilisent également de longues strates incurvées, visibles même depuis l'espace, qui intriguent depuis longtemps les scientifiques. Une fois de plus, cela suggère la présence d'un puissant courant. Le débat porte maintenant sur le type exact de rivière qui aurait pu créer de telles structures. Les niveaux incurvés photographiés par Persévérance pourraient donc correspondre à d'anciens méandres ayant migré au fil du temps, ou à d'anciennes barres de sable. Bien que ces 2 types de constructions sédimentaires soient normalement distincts et identifiables, des milliards d'années d'érosion éolienne ont ainsi façonné ces roches. La structure reste néanmoins très intéressante, et les scientifiques soulignent que sur Terre, il est rare de l'observer de cette manière en raison de la végétation qui masque souvent l'architecture des dépôts sédimentaires. Un peu plus loin,
on trouve une autre formation géologique appelée Pinestan, avec des strates qui forment un éventail s'élevant vers le ciel. Son origine est certainement liée à une ancienne rivière, mais sa taille intrigue les scientifiques, car une telle architecture n'a jamais été présentée dans ces proportions. Les investigations se poursuivent sur le site, et les scientifiques espèrent obtenir une image plus détaillée de ce qui se trouve en profondeur grâce au géoradar embarqué sur le rover. Ces nouvelles données modifient notre perception des rivières martiennes et causent des écoulements bien plus violents que ce que l'on a remplacé jusqu'à présent. Après plusieurs jours d'incertitude concernant RIM, le principal instrument de la mission JUICE dont l'antenne de 16 mètres ne se déployait pas complètement, les ingénieurs de la mission ont résolu le problème. Rendez-vous en 2032 pour les premières données de ce radar qui promet des avancées considérables dans la connaissance du sous-sol des lunes glacées qu'il observera. Pour déplacer cette épingle et permettre le déploiement de l'antenne, les équipes du centre de contrôle de la mission de l'ESA à Darmstadt ont utilisé les propulseurs de la sonde pour la secouer, puis l'ont exposée à la lumière du soleil pour la réchauffer. Comme expliqué dans le communiqué de l'ESA, chaque jour, l'antenne montrait des signes de mouvement, mais pas suffisamment pour se libérer complètement. Finalement, le 12 mai, RIM a été secoué à l'aide d'un dispositif mécanique appelé « actionneur non explosif » situé dans le support bloqué. Le choc qui a suivi a permis de déplacer l'épingle de quelques millimètres, permettant ainsi à l'antenne de se déployer partiellement. L'utilisation d'un deuxième actionneur a ensuite permis un déploiement complet de l'antenne. Pour rappel, ce radar, qui pénètre la glace, est conçu pour étudier la structure de surface et de sous-sol des lunes glacées de Jupiter, Ganymède, Europe et Callisto, jusqu'à une profondeur d'environ 9 km. Il servira à explorer la présence d'eau et à caractériser les éléments structurels, tectoniques et cryogéniques des croûtes glacées des 3 satellites joviens sur les premières dizaines de kilomètres. Ces données sont cruciales pour comprendre leur évolution, leurs propriétés thermiques et certains des environnements potentiellement habitables de notre système solaire. L'exploration radar de ces lunes glacées revêt donc une importance fondamentale, d'autant plus que les missions vers Jupiter sont rares. Sous la pression du Sénat américain, la NASA a dû choisir un deuxième alunisseur pour les missions Artemis. En avril 2021, lorsque SpaceX a été choisi pour fournir l'atterrisseur des 2 premières missions habitées sur la Lune, Artemis 3 et 4, les experts du secteur spatial s'attendaient à ce que 2 des 3 projets en compétition soient sélectionnés afin de promouvoir la concurrence et éviter de dépendre d'un seul prestataire de service. La NASA vient d'annoncer la sélection de la National Team de Blue Origin, qui regroupe Lockheed Martin, Drape, Boeing, Astrobotic et Honeywell Robotics autour du projet Blue Moon. Blue Origin n'a pas donné de détails sur le rôle de chaque entreprise, mais on pense que Boeing réalisera la partie habitée et pressurisée qui sera installée sur la plateforme d'atterrissage Blue Moon, sur laquelle l'entreprise travaille depuis plusieurs années. Ce concept d'alunisseur a été présenté en mai 2019 lors de la conférence Satellite 2019, au cours de laquelle Jeff Bezos a exposé sa vision de l'exploration humaine de la Lune. Ce contrat, d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, comprend une mission de démonstration sur Artemis V, prévue au plus tôt à la fin de 2029, ainsi qu'un vol d'essai sans équipage de l'atterrisseur environ un an plus tôt. Artemis V sera la 3e mission du programme Artemis avec un équipage atterrissant sur la Lune, après les missions Artemis 3 et 4 qui utiliseront le Starship lunaire de SpaceX. Blue Moon, un véhicule très différent du Starship, présente une conception et une architecture très différentes. Il mesure 16 mètres de haut avec une masse sèche de 16 tonnes et une masse au lancement de 45 tonnes lorsqu'il est rempli de carburant, oxygène et hydrogène liquide. Il est conçu pour s'adapter à l'intérieur de la coiffe de 7 mètres de diamètre du New Glenn de Blue Origin, à bord duquel il sera lancé. Doté de 4 pieds partiellement repliés lors du lancement, il peut atterrir en toute sécurité sur une surface avec une inclinaison inférieure à 25 degrés et réaliser un atterrissage avec une précision meilleure que 25 mètres.
Blue Origin prévoit d'utiliser un système de communication laser pour communiquer avec la Terre, bien que ce système ne convainque pas encore la NASA. En plus de la version conçue pour transporter des astronautes, Blue Origin prévoit une version cargo de l'atterrisseur capable de transporter jusqu'à 20 tonnes vers la surface lunaire et de revenir en orbite, ou 30 tonnes lors de missions à sens unique. Une autre particularité de Blue Moon est que le carburant de ces moteurs peut être produit à partir des ressources naturelles de Mars, tout comme le combustible à hydrogène des piles qui fourniront l'électricité nécessaire à son fonctionnement. L'oxygène et l'hydrogène pourraient potentiellement être produits à partir de l'eau sous forme de glace présente sur la Lune ou sur Mars.